Bien, bonsoir à tous. Comme je vous l'avais promis sur Discord, je reviens un instant sur la flexibilité du travail, puisque effectivement c'est une notion importante, mais qui pose assez souvent des questions aux élèves, puisque elle veut dire plusieurs choses à la fois. Donc je vous rappelle un peu dans quel contexte on parle de flexibilité du travail. La flexibilité du travail est un moyen, on va dire, de réduire la part du chômage qui est structurelle, c'est-à-dire celle qui ne diminue pas lorsque la croissance économique s'accélère ou lorsque le coût du travail diminue. Donc, euh, la flexibilité du travail a souvent été vue comme un moyen de permettre à l'offre et à la demande de travail de mieux s'ajuster sur le marché du travail et de trouver l'équilibre de plein emploi. C'est pour ça que depuis les années 1980, dans de nombreux pays occidentaux, on mène des politiques de déréglementation du marché du travail, c'est-à-dire de suppression ou d'affaiblissement des règles sur le marché du travail, des contraintes qui pèsent sur l'utilisation de la main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que la flexibilité du travail, c'est une situation, comme vous le voyez ici, une situation dans laquelle les entrepreneurs peuvent gérer leur main-d'œuvre de manière souple, sans obligation, sans contraintes fortes, pour adapter la quantité et la nature des missions attribuées aux salariés à l'évolution des demandes, de la demande, des carnets de commandes de la part des clients de l'entreprise. Donc c'est une nécessité pour l'entreprise de pouvoir adapter la quantité et les tâches de la main-d'œuvre à ce qui est utile pour répondre aux besoins, aux demandes, aux impératifs des clients. Et donc, la flexibilité du travail, cette souplesse avec laquelle les entrepreneurs peuvent gérer leur main-d'œuvre, elle peut vouloir dire plusieurs choses. Elle a plusieurs sens. Et donc, je reprends le tableau que je vous avais montré dans une vidéo précédente. Pardon, je me suis trompé. Là, c'est pour les premières. Excusez-moi. Voilà. Donc, je reprends ce tableau. Je centre un petit peu l'image dessus. Hop, je vais zoomer. Voilà. Bien. Donc dans ce tableau qui est ici, on voit qu'il existe en fait 5 formes principalement de flexibilité. Pour comprendre qu'il y ait 5 formes, déjà, on ajoute une des formes de flexibilité, c'est la flexibilité géographique. Je l'ai déjà expliqué, elle n'est pas très compliquée, c'est le fait que les actifs soient prêts à se déplacer sur le territoire, soit pour changer d'emploi, soit pour trouver un emploi loin de chez eux, ou tout simplement en restant dans la même entreprise pour changer de poste de travail. En ce qui concerne les autres formes de flexibilité, en fait, il faut croiser à la fois le critère qui est en colonne, interne ou externe, et le critère qui est en ligne, quantitative ou qualitative. La flexibilité interne, si vous voulez, c'est lorsqu'on fait en sorte que la main-d'œuvre qui est dans l'entreprise soit flexible. La flexibilité externe, c'est le fait de faire en sorte d'avoir une souplesse, mais avec des agents extérieurs à l'entreprise. Et donc, du coup, on voit bien la distinction normalement entre les deux. La flexibilité quantitative, qui est en ligne ici, cela correspond, si vous voulez, au fait qu'on puisse faire varier la quantité de main-d'œuvre qu'on utilise à un instant T, au cours de la semaine, au cours du mois, au cours de l'année. La flexibilité qualitative, quant à elle, signifie que on peut demander des tâches différentes aux salariés ou aux personnes qui vont travailler pour nous. On va demander des tâches qui se complètent, des tâches qui sont très différentes, des tâches qui peuvent évoluer d'une semaine à l'autre. Quand on croise ce qui est en colonne et ce qui est en ligne, on voit bien qu'on obtient 4 types de flexibilité. La flexibilité quantitative interne, c'est le croisement de la première case. Donc quantitative interne signifie qu'on va recourir au temps partiel. On fait varier la quantité de main-d'œuvre en interne de l'entreprise, c'est-à-dire en demandant aux salariés qui travaillent dans l'entreprise de travailler plus certains mois, certains jours, certaines semaines, et à d'autres de travailler moins. La flexibilité quantitative peut aussi être externe,
Cette fois, il s'agit d'adapter la quantité de main-d'œuvre qu'on utilise, mais en embauchant au moment où les carnets de commandes se remplissent et en licenciant au moment où les carnets de commandes se vident, comme actuellement par exemple avec la crise sanitaire du coronavirus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de contrats qui sont à durée limitée, les CDD, l'intérim notamment. Ce sont effectivement les premiers salariés qui vont souffrir de la crise actuelle parce que leurs entreprises ne vont pas renouveler leur contrat à durée déterminée ou en intérim si elles rencontrent des graves difficultés économiques du fait du choc négatif que subit actuellement le monde entier. En ce qui concerne la flexibilité qualitative, si on prend la première forme, c'est la plus simple, c'est la flexibilité qualitative interne. On va demander aux salariés d'effectuer plusieurs tâches en leur demandant de la polyvalence. Ça veut dire qu'on va demander à un salarié d'être capable de faire différentes tâches, d'occuper plusieurs postes à la fois. J'avais pris l'exemple des guichetiers dans une vidéo précédente. Je peux prendre un autre exemple, celui dans la grande distribution. Un salarié de la grande distribution peut, par exemple, se voir demander des tâches à la caisse de la grande distribution, donc être hôte ou hôtesse de caisse. On peut lui demander également de participer au remplissage des rayons, donc le fait de ranger les marchandises dans les rayons. On peut lui demander également d'être à l'accueil certains jours pour les demandes des clients. Donc on voit bien dans ce cas-là que le salarié devient plus productif parce que lorsqu'il est face à un temps mort, il va de lui-même changer de tâche pour occuper son temps. Alors ça se voit assez peu dans les supermarchés et les hypermarchés, mais ça se voit beaucoup dans les magasins discount tels que, je cite des marques, hein, excusez-moi, mais tels que Lidl, Aldi, dans lesquels les personnes qui sont à la fois à la caisse sont aussi des personnes qui rangent en rayon, qui vont accueillir les livraisons, et donc, du coup, ces personnes sont extrêmement polyvalentes. Elles ne s'arrêtent jamais, elles n'ont jamais de temps mort, contrairement à des salariés qui sont plutôt affectés à un poste et à qui on demande d'y rester dans la grande distribution. Alors, c'est pas parce que les caissiers ou caissières de la grande distribution sont moins travailleurs que chez Lidl ou Aldi, c'est simplement que dans la grande distribution, on ne veut pas que les clients attendent trop longtemps à la caisse et donc il faut que le caissier ou la caissière soit directement accessible. Dernière forme de flexibilité, c'est la flexibilité qualitative externe. Pour changer les missions, les tâches qu'on attribue aux personnes qui travaillent, plutôt que d'embaucher des salariés et de leur faire changer de tâches, on va externaliser les tâches en question. On va les sous-traiter. Ça veut dire qu'on va les confier à une entreprise avec laquelle on va passer un contrat pour pouvoir assurer les tâches que des salariés faisaient autrefois. Alors les entreprises externalisent beaucoup leur comptabilité, externalisent beaucoup leurs travaux d'entretien, hein, le fait de nettoyer le sol par exemple dans les bureaux, c'est souvent externalisé. Pourquoi? Parce que ça permet de plus facilement s'adapter à une diminution, à une augmentation de l'activité. Voilà un petit peu pour les 5 formes de flexibilité. Ces formes de flexibilité, j'espère cette fois les avoir un peu mieux présentées en ayant un peu plus le temps de le faire. C'est vraiment important, hein. Pourquoi? Parce que quasiment tous les États, ces dernières années, depuis environ maintenant les années 1980, à des époques différentes, ont déréglementé le marché du travail, réduit le droit du travail, réduit les contraintes qui pesaient sur les licenciements, sur les embauches, sur l'évolution des salaires pour pouvoir justement inciter les entreprises à embaucher. Pourquoi ça incite les entreprises à embaucher? Parce qu'elles ont moins de contraintes pour débaucher, licencier. Hein, quand on sait qu'on peut licencier facilement, on embauche avec moins de crainte. Et puis aussi parce qu'on sait qu'avec la polyvalence des salariés, on va pouvoir attendre d'eux une meilleure productivité. C'est pour ça que des pays comme le Danemark, l'Allemagne, j'en avais parlé dans la vidéo précédente, ont diminué les protections offertes aux salariés et avec un certain succès puisque globalement leur taux de chômage est parmi les plus bas
en Europe sur la décennie 1990-2000. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Le Royaume-Uni avait fait ça un peu plus tôt, hein, dès la fin des années 70 et le début des années 1980, avec un relatif succès également. Bien sûr, en période de crise, la contrepartie, c'est une montée du chômage plus brutale, plus rapide que dans un pays comme la France qui continue de protéger l'emploi. Alors la France a elle aussi déréglementé un peu son marché du travail, moins que d'autres pays. Elle l'a fait aussi plus récemment, hein, c'est le sens des lois El Khomri qui ont été votées en 2016, de la loi travail qui a été votée en 2017. Et même si elles vont dans le sens d'une déréglementation du marché du travail, donc d'une plus grande flexibilité, elles maintiennent des contraintes, des obligations envers des employeurs envers leurs salariés qui sont fortes. Et donc la France n'a pas totalement déréglementé son marché du travail, pas au point en tout cas du Danemark, de l'Allemagne ou du Royaume-Uni. J'espère avoir été beaucoup plus clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans Discord. Je recommencerai à nouveau autant de fois que nécessaire. Je vous rappelle que vous avez donc un travail à me rendre la semaine prochaine pour le devoir à la maison, donc qui est une partie de dissertation à faire. Je vais vous mettre dans Discord le document relatif au devoir à la maison. Même si vous n'arrivez pas à me le rendre dans Pronote, en temps et en heure, c'est pas grave. Rendez-le moi sur Discord. C'est pas très pratique, ni pour vous, ni pour moi, d'avoir 10 000 outils. Mais voilà, 10 000 outils, pardon, je fais pas la liaison. Mais on n'a pas vraiment le choix en ces temps un peu particuliers. Je vous souhaite surtout de bien prendre soin de vous, c'est important. Ne paniquez pas dans cette période qui est quand même un peu angoissante. Voilà, je suis sûr que tout va très bien se passer pour vous, que ce soit du point de vue du lycée, mais ça je dirais que c'est secondaire, ou du point de vue de votre santé, de celle de vos familles et de la mienne. Enfin, si ça vous inquiète, ça j'en suis pas sûr. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.